L'habitation, c'était un milieu quand même assez autarcique. Je ne sais pas si c'est le mot. Enfin, c'est un milieu dans lequel on vivait, sur nous-mêmes. Mais en même temps, c'était donc la distillerie, les champs de canne et tous les métiers attenants. La forge, le maréchal Ferrand, le parc à mulets, etc. Donc pour l'enfant que j'étais, quand j'ai commencé à marcher jusqu'à l'âge de 10 ans, mais c'était quelque chose de totalement féerique. Parce que je découvrais, je passais d'un monde à l'autre. Ça, c'était d'une richesse absolument extraordinaire. Et je pense que ça a beaucoup développé, ou en tout cas affirmé mon regard. Mais c'était aussi une connaissance où on savait, enfin un mode de vie dans lequel on savait qu'il y avait chaque fois des barrières. C'est-à-dire que la première enfance, j'étais très libre jusqu'à l'âge de 6-7 ans. C'est après, avec l'éducation, que les barrières se finissent par se mettre en place. La toute première enfance, j'ai été mis dans des écoles privées qui étaient uniquement liées, destinées à des enfants béquets. Et par la suite, quand je suis rentré au séminaire collège, donc je ne me souviens plus de l'âge, enfin peu importe. Mais c'était vraiment une Martinique créole qui se mélangeait dans les classes, avec bien évidemment des enfants qui font tout ce qui s'amusent ensemble au football, etc., dans la cour de récréation. Mais une fois que la cour de l'école, que la cloche avait sonné, chacun rentrait chez soi, et c'était impossible de poursuivre une quelconque amitié. Donc je pense que ça crée aussi de très grandes solitudes, et que ça crée une espèce de violence enfantine que l'enfant vit sans jamais pouvoir véritablement l'exprimer. Il y avait quelque chose de très contradictoire à la Martinique, c'est-à-dire que partout où j'allais sur l'habitation, ou même quand je sortais sur Fort-de-France ou dans tout le pays, la langue primordiale était le créole. Et bien sûr, chez nous, dans l'enceinte familiale, il était quasiment interdit, parce que parler créole, c'était soi-disant le parler au détriment du français. Donc celui qui parlait créole aurait eu une mauvaise expression en français. Donc il y avait aussi une lutte entre deux langues dans laquelle je ne savais pas où me situer. Et je pense que la photographie est arrivée très rapidement pour pallier à ça, c'est devenu le langage du silence à partir duquel je pouvais effectivement trouver là un moyen d'expression. Dans ces années-là également, la photographie est le hobby de la bourgeoisie. C'est un violon dingue ou un passe-temps qui est très largement partagé par mon père, qui est ce qu'on appelle un amateur averti. C'est par lui donc que j'ai appris les développements des films et l'utilisation du laboratoire. C'est-à-dire qu'à l'âge de 12 ans, c'était à l'âge où j'étais quasiment autonome avec la photographie, puisque je savais développer mes films et que j'en faisais mes propres épreuves argentiques sur papier. J'ai découvert la photographie très tôt, mais j'y suis venu très tard. Parce que quand j'ai annoncé à mon père, finalement, je devais avoir 14 ou 16 ans, que je voulais faire de la photographie un métier, à ma grande surprise, alors que lui, il adorait, c'était vraiment sa passion, il m'a répondu que ce n'était pas un métier, et que si c'en était un, c'est celui qu'on faisait quand on avait tout raté. Et que pour lui, c'était quelque chose d'absolument invraisemblable, quoi. Il fallait que je sois médecin, avocat, enfin, etc. Donc j'avais une espèce de route qui était tracée comme ça. Et puis comme tous les enfants, on est un peu rebelle à 16, 17, 18 ans. J'ai dit, mais il me raconte des conneries, moi je ferai ma vie, je serai photographe. J'étais perpétuellement en échec scolaire. Le malaise était tellement grand chez moi que je me sentais véritablement exclu et mal à l'aise partout. Et de fait, j'étais foutu dehors des écoles, non pas parce que j'étais un enfant turbulent, mais parce que je n'avais pas les résultats qui étaient escomptés par l'école. Et donc mes parents, ne sachant que faire de moi, j'étais encore trop jeune à l'époque, je devais avoir une quinzaine d'années, ils avaient entendu parler d'une école qui s'appelait l'IME, qui avait été fondée par un certain Édouard Glissant, qui avait écrit un roman, La Lézarde, qui avait eu le prix Renaudot, donc tout ça, ça rassurait un peu.
Pour le reste, il était catalogué, ce qu'il n'était pas, mais on répétait à longueur de temps que c'était un communiste. Mais en tout cas, un homme de gauche, et ce qui ne faisait pas non plus tout à fait bon ménage avec le milieu bourgeois et chrétien dans lequel j'étais élevé. Mais enfin, mes parents ont quand même eu l'intelligence de me mettre dans cette école, et ça a été alors une espèce de révélation absolument formidable. D'abord par sa présence, par la façon dont étaient faits les cours, avec des professeurs qui étaient totalement polyvalents. Il y a des choses qu'on ne peut pas oublier. C'est par exemple Madame Corbin, qui était un professeur de mathématiques, mais qui, avant de commencer son cours, nous parlait du film de Visconti, Mort à Venise, qu'elle avait vu la veille et qu'elle nous conseillait d'aller voir. Jusqu'alors, le cinéma était considéré comme une espèce de divertissement et de récompense. Si on avait bien travaillé à l'école, si on avait eu des bons points, on allait au cinéma. Mais pour Glissant, ce n'était pas ça du tout. C'était véritablement une façon de se structurer l'esprit, à condition qu'on puisse apprendre à avoir un esprit critique. Et donc il nous poussait également à aller au cinéma. Il se passait quelque chose véritablement d'extraordinaire dans cette école. Et les enfants, enfin les élèves, étaient en tout cas considérés véritablement comme des individus et des vraies personnes qu'il fallait porter. Ça, c'était absolument formidable. Et je pense que cette école a aussi induit chez moi, a laissé quelques graines qui ont germé par la suite. Et en tout cas, j'en suis parti avec un grand goût pour la littérature qui ne m'a jamais quitté. Et c'est comme ça que j'ai découvert Sartre, et que j'ai découvert que Sartre avait préfacé Frantz Fanon, donc la lecture de Peau noire et masque blanc, Les damnés de la terre, etc. Et donc une prise de conscience de plus en plus aiguë de ce que j'avais vu à la Martinique sans pouvoir y mettre des mots. Et je remarquais également que, toujours en France, quand on me parlait de la Martinique, ou qu'on me demandait d'en parler, j'étais absolument incapable de dire quoi que ce soit sur mon pays. Je ne savais rien de son histoire. J'étais toujours dans cette espèce d'opposition entre le créole et le français. Il y avait donc toujours cette espèce de vitre invisible, de schisme qui existait et qui continuait j'allais dire, à fermenter une espèce de mal-être. Et à l'âge de 27 ans, j'ai eu conscience que je fuyais mon pays, il y avait quelque chose que je n'avais pas résolu, et donc il fallait que je rentre à la Martinique. Donc la décision d'y rentrer, mais que j'y rentre en tant que photographe, et que j'essaye, par la photographie, de me réapproprier quelque chose que je n'avais pas compris, que j'avais perçu, sans pouvoir le voir véritablement, en tout cas sans pouvoir l'analyser et y mettre les mots. Se posait toujours la même question, c'est quoi être photographe, etc. etc. Et c'est donc à l'âge de 37 ans que j'ai trouvé la force de rompre totalement avec la vie en fait, qui m'était prédestinée, probablement de chef d'entreprise, que je ne critique pas, c'est autre chose. Et j'ai fait cette rupture, et donc je me suis engagé sur des projets photographiques. Et depuis ça, ça ne m'a jamais pu quitter, quoi.